Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui en Belgique c'est la fête des mamans et je voulais commencer évidemment cette vidéo par souhaiter une bonne fête à toutes les mamans mais particulièrement à la mienne. Maman, bonne fête à toi, je t'aime de tout mon cœur. Cette vidéo que je suis en train de filmer maintenant, ça fait des semaines que je pense à vous la filmer parce que ça fait partie des choses personnelles dont j'ai envie de vous parler mais je ne savais pas si c'était bien d'aborder le sujet avec vous, si ça allait être bien perçu, comment vous alliez réagir. Donc j'avais cette petite hésitation malgré le fait que j'avais très envie de parler de ce sujet avec vous. Et je me suis dit que ce jour de la fête des mères était juste parfait pour aborder ce sujet. Et puis il y a eu aussi dans l'entre-deux tours des présidentielles en France cette petite phrase prononcée par Jean-Marie Le Pen qui a dit de Monsieur Macron que puisqu'il n'avait pas d'enfant, il était mal placé pour parler d'avenir. Cette phrase m'a fait bondir. Voilà. Alors je pense que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder avec vous, eh bien c'est ces femmes qui n'ont pas d'enfants, qui aujourd'hui ne se voient pas souhaiter bonne fête maman. Comme toutes les mamans qui fêtent aujourd'hui la fête des mamans, je sais que la date n'est pas pareille dans tous les pays. Je sais que pour vous la France, par exemple, c'est dans quelques semaines. Mais il était important pour moi de faire cette vidéo pour ces femmes qui n'avaient pas d'enfants, soit parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce que la nature ne leur permet pas d'en avoir, soit parce qu'elles ont choisi de ne pas en avoir, tout simplement. Et il était important pour moi de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai 35 ans et que je suis cette femme. Je suis cette femme qui ne peut pas avoir d'enfants et je suis cette femme qui ne veut pas avoir d'enfants. Alors vous allez dire, Jess, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire ce que tu es en train de nous dire? Non, ça ne l'est pas parce que il y a vraiment eu deux phases dans ma vie. La phase où, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, au début de l'âge adulte, où j'avais envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je m'étais toujours fixée comme objectif d'avoir des enfants une fois que j'aurais trouvé le bon. Ça peut être bête de parler de mon chéri comme ça, mais voilà, il fallait un homme en qui j'ai suffisamment confiance pour construire un futur et avec qui partager ma vie. Et la deuxième condition, c'était qu'on ait tous les deux une situation, donc un travail qui nous permette d'avoir une situation financière stable nous permettant d'accueillir cet enfant. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où je n'ai jamais manqué de rien, mais on m'a appris les bonnes valeurs, savoir que l'argent ne tombait pas du ciel, etc. Donc je n'ai pas été pourri gâtée, au contraire. Quand j'ai été en âge d'avoir des petits boulots, des choses comme ça, mon père, quand je voulais quelque chose, m'a fait comprendre que j'aurais beaucoup plus de satisfaction à me l'offrir par moi-même, par mon travail, plutôt que si on me l'offrait comme ça, tout cuit. J'ai vraiment eu une enfance très heureuse et je remercie vraiment mes parents pour ça. Voilà, je n'ai manqué de rien et en plus de ça, j'ai grandi avec de belles valeurs. Et c'était ça que je voulais transmettre à mes enfants, c'était leur permettre d'avoir une enfance aussi heureuse que moi j'avais eue, pour qu'ils ne manquent jamais de rien et aussi leur inculquer les valeurs que moi, mon papa et ma maman m'avaient inculquées quand j'étais jeune. Et donc en 2013, eh bien, ça y était, voilà. J'étais sûre que je voulais avoir des bébés avec mon chéri et pas avec un autre. J'avais cette stabilité financière puisque nous avions tous les deux un travail. Et j'ai commencé à discuter avec lui du fait d'arrêter la pilule, on s'est mis d'accord, on a tous les deux décidé donc que c'était bon, qu'on allait essayer d'avoir un bébé. Sauf que bon, j'avais pris la pilule pendant plus de 8 ans. Vous doutez bien qu'il fallait un certain temps pour que les choses se remettent en place, etc. Après l'arrêt de la pilule. Il faut généralement attendre quelques mois avant de pouvoir tomber enceinte. Sauf que bon, moi je suis quelqu'un d'assez impatient. Tout de suite, j'ai commencé à prendre ma température, à noter les jours où nous avions des relations sexuelles. Quand je voyais que j'entrais dans la période d'ovulation, je devenais une espèce de dictatrice du sexe. Vous voyez, il fallait y aller à ce moment-là pour nous donner toutes les chances que je tombe enceinte. Alors, pour certains hommes qui vont regarder cette vidéo, vont dire ça c'est super. Il y a une différence entre faire plusieurs fois l'amour sur une journée, par exemple, parce qu'on a une soif intangible l'un de l'autre, qu'être obligé en quelque sorte de faire l'amour parce que c'est le bon moment pour
procréer. Voilà, c'est pas du tout la même, le même sentiment, les mêmes émotions, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas aussi chouette que ça de se dire que pendant 3-4 jours on est obligé quoi, on est obligé. Et c'est vraiment comme ça que je le ressentais, moi personnellement. Et de voir chaque mois que je ne tombais pas enceinte, ça a commencé un petit peu à foutre mon moral en l'air, je vais dire. Mon corps aussi m'a joué quelques tours, hein. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté la pilule, je savais que mon cycle allait devenir un peu irrégulier, mais comme je notais à chaque fois la date de début de mes règles, enfin je notais tout, j'avais réussi à trouver une espèce de pattern en disant bon ben voilà, j'avais un cycle normal de 28-29 jours. Donc forcément quand on dépassait ces 28-29 jours et que je n'avais pas mes règles, tout de suite, hop, dans mon cerveau c'était ça y est, tu es peut-être enceinte, t'étais peut-être enceinte. J'achetais un test de grossesse direct, je faisais le test et là, patatras, la déception, le test est négatif et en général, les rouges débarquaient dans la journée. Voilà. Donc ça a été très 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 difficile au point où moi qui étais déjà pas très bien dans mon travail puisque j'avais le burn-out professionnel qui était en train vraiment de s'accrocher à moi, eh bien je vais vous dire que le fait de ne pas tomber enceinte à ce moment-là ne m'a fait finalement que descendre plus bas dans la dépression. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que mon cycle a commencé à changer. Et c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter moi. Mon cycle a commencé à changer au mois de septembre 2013 quand j'ai vu mes règles qui s'allongeaient. C'est-à-dire que de 5-6 jours maximum, je suis passée à 15. Quand vous avez 15 jours de règles, honnêtement, je peux vous assurer que c'est pas gai. Vraiment. Le flux était pas le même. Avant, j'avais 1 ou 2 jours de gros flux et puis après, ça diminuait. Là j'avais 5-6 jours de gros flux avec les premiers jours où je vous assure que j'ai hésité à acheter des Pampers pour adultes, tellement c'était la catastrophe. Je portais des serviettes qui étaient des serviettes nuit. Je fais pas la pub d'Always, hein, mais j'utilisais toujours des serviettes Always la journée et ça ne suffisait pas. Il fallait en plus de ça que je prenne des serviettes. Donc vous aviez la serviette nuit qui était mise dans ma petite culotte et vous aviez sur les côtés, donc en perpendiculaire, je vais dire 2 autres serviettes pour protéger devant et derrière, tellement le flux était énorme et voilà, ça coulait de partout. Enfin bref, ça a été la catastrophe pendant des mois et des mois. Et j'avais des règles qui étaient extrêmement douloureuses. Mais ça, la pilule n'avait rien changé à ça, puisque mes règles douloureuses, je les ai depuis l'adolescence, hein, je les connais, les règles douloureuses, j'ai toujours très mal, mais c'est vrai que chez moi, ça en était à un point où quand j'avais des pics de douleur, je ne savais plus respirer et je pensais vraiment que j'allais tomber dans les pommes. Beaucoup de femmes connaissent des règles douloureuses, certaines ont la chance de ne pas les connaître et ça je les envie, mais vraiment dans mon cas c'était vraiment très douloureux. Donc j'ai commencé à m'inquiéter, j'en ai parlé avec ma gynécologue évidemment, je lui ai également parlé de l'endométriose parce que c'est un terme qui revenait de plus en plus quand je parlais avec d'autres femmes qui comme moi essayaient de procréer et n'y arrivaient pas. Et j'en ai parlé avec l'une d'elles qui m'a dit oui mais moi j'ai de l'endométriose et donc forcément ça complique les choses, c'est très difficile d'avoir des enfants quand on a ça. Donc elle m'a expliqué un peu les symptômes hein, qui correspondaient, des règles hyper douloureuses, etc. J'ai dit oui, tu vas voir que j'ai ça. Donc pour vous parler de l'endométriose, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est une maladie qui touche une femme sur 10 à l'heure actuelle, et encore quand je dis une femme sur 10, étant donné que c'est une maladie qui est très dure à diagnostiquer puisque ça ne se voit pas, si vous faites une échographie, ça ne se voit pas. Il faut vraiment qu'on fasse des examens complémentaires pour s'apercevoir qu'il y a de l'endométriose. Et forcément, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent en ne sachant pas qu'elles souffrent de ce mal. Donc, une femme sur 10, mais ça c'est la théorie, mais en pratique, ça pourrait être plus. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez d'abord l'endomètre. Hein. Expliquons ce que c'est que l'endomètre. L'endomètre, ce sont les parois qui recouvrent l'utérus et en période d'ovulation, eh bien, ces parois s'épaississent pour permettre donc, eh bien, en cas de fécondation, à l'embryon de pouvoir s'implanter sur les parois de l'utérus. Et si jamais
il n'y a pas de fécondation, et bien comment je vais dire, ces tissus qui sont venus s'ajouter pour permettre une bonne prise, je vais dire, au futur bébé, et bien elles s'évacuent lors des règles. Et quand on a de l'endométriose, et bien ces tissus endométriens, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sont des tissus qui sont formés de sang en fait, vont un petit peu se placer n'importe où, c'est-à-dire pas forcément dans l'endomètre, ça peut être sur les trompes, ça peut être à d'autres endroits dans l'utérus, là où normalement il ne devrait pas s'installer, et dans les cas les plus graves, ça peut carrément sortir de l'appareil génital féminin pour aller s'installer sur d'autres organes. Donc c'est quelque chose, on rigole pas avec, vous voyez, l'endométriose, c'est quand même grave. Et donc l'une des conséquences de l'endométriose, dans les cas les plus graves, c'est l'infertilité de la femme. Donc j'avais parlé de cela avec ma gyné quand j'ai vu que mes règles commençaient à péter un peu les plombs, 15 jours, moi je veux bien, mais la moitié de mon mois qui est foutu à devoir porter des serviettes, avoir mal au ventre, etc., je commençais un petit peu à en avoir marre. Elle s'est pas trop inquiétée à ce moment-là, elle m'a dit que ça pouvait être normal vu que j'avais pris la pilule pendant assez longtemps, et bon, elle a aussi eu l'argument phare, c'était de me dire, écoutez, l'endométriose, moi je ne la vois pas sur quand je fais une échographie. Pour pouvoir diagnostiquer l'endométriose, il faut passer sur le billard. Alors moi, qui ne m'était jamais fait opérer de ma vie, qui avait une peur bleue des opérations, je vous avoue que ça a mis tout de suite, hop, un froid. Je me suis dit, bon on va encore attendre. Donc 2013 s'achève, et là je suis diagnostiquée en burn-out officiel au niveau de mon travail. Je suis sous antidépresseurs, je demande à la psychiatre qui me suit à ce moment-là si je tombe enceinte, comment ça se passe, elle m'explique comment on procédera si jamais tel est tel cas. Et je me dis, voilà, je vais maintenant d'abord penser à moi, à essayer de me rétablir. Et si je tombe enceinte pendant cette période-là, eh bien tant mieux, mais je ne vais plus me fixer sur le fait de tomber enceinte. Donc j'ai arrêté de faire... de prendre ma température, j'ai arrêté tous ces bidules là, et vraiment voilà, je ne faisais plus rien, j'essayais de ne plus y penser. Et ça a été comme ça entre 2014-2015. Je vous avoue que ça a été une période très difficile parce que néanmoins, quand je voyais des femmes sur Facebook qui annonçaient qu'elles étaient enceintes ou qu'elles montraient des photos de leur bébé, il y a toujours un pincement au cœur parce que vous vous dites, oui, elle y est arrivée, pas moi, c'est injuste d'une certaine façon. C'est dur d'aller cliquer sur j'aime et de mettre félicitations, mais on le fait quand même. En 2015, quand une de mes meilleures amies m'a annoncé sur Facebook, parce que normalement on devait se voir, mais j'avais annulé au dernier moment parce que j'avais un problème professionnel. Et elle m'a dit, écoute, voilà, je l'ai annoncé à Karine, qui est notre autre meilleure amie, donc je te le dis à toi, je suis enceinte. J'ai vu le message qui a popé, mais je l'ai pas, j'ai pas cliqué pour qu'elle voie que je l'ai vu. J'ai laissé ce message en non lu pendant 3 semaines, et c'est là, Seigneur, je me suis dit heureusement que j'avais annulé ce rendez-vous, parce que si elle m'avait annoncé de but en blanc je suis enceinte, je crois qu'elle aurait vu ma face mais se drainer de couleur. Je sais que c'est pas bien, c'est peut-être égoïste de ma part, mais il a fallu vraiment du temps pour que je digère la nouvelle, parce que je me suis dit zut. En fait, elle avait rencontré son copain alors que moi, j'étais déjà en train d'essayer de tomber enceinte, vous voyez. Donc ça faisait plus de 2 ans que moi, j'essayais de tomber enceinte, et elle était enceinte, et j'ai ressenti ça comme une vraie injustice. Et j'avais envie de me réjouir pour elle, d'être là pour elle, mais j'ai laissé vraiment le temps à ma colère et à ce sentiment que je ressentais d'injustice de retomber. Et après 3 semaines... je lui ai enfin répondu pour la féliciter, pour lui dire que j'étais là pour elle, même si je n'ai pas spécialement été la voir pendant sa grossesse, même si je n'ai pas été la voir à l'hôpital quand elle a accouché, mais ça je veux dire, c'est moi. Je veux dire, quand mes autres copines ou quoi que ce soit m'annoncent, ou même mes cousines m'annoncent qu'elles ont eu leur bébé et qu'elles sont à l'hôpital, enfin j'ai beaucoup de mal à aller les voir
à l'hôpital pour la simple et bonne raison que je me dis qu'elles doivent être complètement crevées après avoir donné naissance à un bébé, qu'elles ont peut-être envie de passer ces moments avec leur bébé et la famille très proche, et que, eh bien voilà, moi j'irai les voir plus tard. Et généralement c'est ce que je fais, je vais les voir chez elles avec un petit cadeau, etc. Mais donc voilà, moi je suis pas le genre de personne à aller à l'hôpital quand il y a des naissances, parce que je trouve que ma place est pas là. Sauf, bon évidemment c'était ma petite sœur, parce que là, famille proche, enfin vous avez compris quoi. Donc quand elle a eu son bébé, je crois que c'est fin d'année, moi j'ai seulement pu aller la voir et rencontrer son petit bonhomme au mois de janvier 2016. Mais les choses avaient déjà changé à partir de là, et c'est là en fait qu'il y a eu le changement dans mon état d'esprit. En 2015, je me suis retrouvée avec une douleur au niveau de mon bas-ventre droit, ici, enfin le bas-ventre ici, du côté droit. Au début, ça faisait mal, c'était une douleur lancinante mais supportable. Cette douleur n'a fait que monter crescendo au point où à certains moments j'arrivais plus à marcher. Quand j'en suis arrivée à cette douleur-là, j'ai tout de suite pensé que j'avais l'appendicite, donc je n'ai pas chipoté, je suis montée aux urgences directement. Et là, aux urgences, on vous fait une prise de sang, on vous fait faire pipi dans un petit pot, et on revient avec les résultats en vous disant que votre appendice se porte bien, que vos reins se portent bien, qu'il n'y a pas de problème non plus de ce niveau-là, et on ne comprend pas pourquoi vous souffrez. On fait une radio, on comprend toujours pas ce qui se passe. On fait un IRM, et quand je sors de l'IRM, là on me dit écoutez, on a vu une grosse boule sur votre ovaire, vous avez un kyste. Alors, au début, panique, parce que moi j'associe kyste à cancer. Donc je me dis ouh là 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 là, la fille aux urgences me rassure en me disant qu'un kyste n'est pas forcément synonyme de cancer. Mais vu la taille du kyste, il vaut mieux prendre rendez-vous immédiatement avec ma gynécologue. Donc j'ai eu un rendez-vous urgent, donc dès le lendemain. Donc elle me refait une échographie, elle voit évidemment la taille du bidule, qui faisait 7 ou 8 cm, si pas plus. Et elle me rassure en me disant que ce n'est pas un kyste cancéreux, que c'est un kyste endométrien. Alors tout de suite, vous voyez, endométrien, endométriose, je lui pose la question. Et je ne saurais plus vous dire exactement ce qu'elle m'a répondu, parce que bon, ça remonte quand même à plus d'1 an et demi cette histoire. Mais je me souviens qu'elle me dit que le fait que j'ai un kyste endométrien ne veut pas forcément dire que j'ai de l'endométriose. Une opération est fixée, forcément il faut l'enlever ce petit kyste, une opération de jour, donc vous entrez le matin, vous repartez le soir. J'entre le 29 octobre 2015 à l'hôpital pour une opération qui devait durer 1 heure. Alors Chérie était avec moi, Chérie a eu le temps de stresser parce que quand je suis rentrée dans le bloc, eh bien l'opération a duré vachement plus longtemps que ce qui était initialement prévu, parce que quand ma gyné a ouvert, donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font 3 petits points, donc je ne saurais pas vous montrer où, mais en fait ils font 3 petits points, un au milieu en bas et 2 sur les côtés. Et ils entrent avec des vidéos, enfin des petites caméras et tout, et c'est comme ça maintenant, voilà, c'est plus des grosses cicatrices, c'est vraiment, j'ai 3 petits points. Et quand ils sont en train de regarder au kyste, etc., ils s'aperçoivent que dans mon utérus, c'est un petit peu la fête au village, quoi, c'est le bordel. Le kyste est vraiment pris dans des tissus endométriens hyper collants, j'ai de l'endométriose partout dans mon utérus, c'est vraiment la catastrophe. Donc ils retirent tant bien que mal le kyste, ils essayent déjà de retirer un petit peu ce qu'ils peuvent au niveau de ces tissus qui étaient là et qui étaient collants, mais il y en avait trop, donc ils décident de refermer. L'opération a duré plus de 3 heures, donc je vous dis, Chérie a eu le temps de stresser parce qu'en attendant, personne n'a été lui dire qu'il y avait eu des complications lors de mon opération. Et donc, je suis rentrée dans la chambre, je crois que ça devait être début d'après-midi, j'étais sous morphine, je n'ai fait que dormir toute l'après-midi, à me réveiller, me plaindre que j'avais mal, on changeait donc l'antidouleur qu'on m'avait mis, je retombais direct dans le sommeil. Chérie a eu une patience d'ange, il est resté toute la journée avec rien à faire, mais voilà, il a été là en soutien pour moi pendant toute cette journée, même si j'ai passé mon temps à dormir. À 19 h, ma gyné est passée et c'est là qu'elle m'apprend la nouvelle. Elle me dit que j'ai de l'endométriose. Enfin, ça a été une nouvelle... Je n'ai pas accueilli cette nouvelle en étant choquée, parce que je vous dis que depuis 2013,
je soupçonnais au vu des règles que j'avais, etc., qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Donc ça n'a pas été la surprise, les larmes, etc. J'avais la réponse à ce pourquoi je ne tombais pas enceinte. Donc d'un côté, c'était rassurant de savoir pourquoi. Elle me dit qu'elle va me donner un traitement qui va me mettre sous ménopause pendant 3 mois. Alors traitement qui coûte une blinde, hein, puisque c'est une piqûre qu'il faut faire tous les mois. Il faut aller chez son médecin parce que la piqûre est... Enfin déjà l'embout de la piqûre c'est pas la petite piqûre quoi, c'est une grosse. Hein. Et il y a tout un système, donc c'est un médecin qui doit vous administrer cette piqûre. Donc tous les mois vous devez payer cette piqûre qui coûte 110 €, plus la visite chez votre médecin. Enfin vous voyez le budget que ça représente sur 3 mois. Heureusement, j'ai envie de dire, elle a fait un document, une attestation comme quoi je souffrais d'endométriose, attestation à remettre à la mutuelle, et là le médecin conseil de la mutuelle, sur base des constatation de votre gyné, va décider si 1 vous avez droit au traitement de manière gratuite, on va dire, et 2 si c'est la gratuité partielle ou totale. Enfin moi j'ai eu la gratuité totale, donc c'est pour vous dire à quel point j'avais vraiment un gros problème d'endométriose. Donc j'ai fait ce traitement en sachant que je devais repasser sur le billard après les 3 mois. Donc normalement on avait fixé l'opération au 1er février, si mes souvenirs sont bons, pour aller vérifier que le traitement avait bien fonctionné et pour retirer, le cas échéant, les tissus qui ne s'étaient pas résorbés d'office avec ce traitement qui m'avait mis donc en pause totale. Donc j'ai eu peur, hein, je vous avoue, de subir les effets de la ménopause, mais ma gyné m'a rassurée en me disant que la prise du médicament 3 mois ne suffisait pas à ce que je souffre de prise de poids, de bouffée de chaleur, de perte encore de cheveux. C'était surtout ça qui me faisait le plus peur à la limite. Et voilà, sauf que on arrive début 2016, Jessica n'a pas spécialement envie de retourner sur le billard, hein, parce qu'elle se souvient quand même de l'opération et surtout des effets après, le fait que je ne savais plus bouger. Pour me lever c'était une catastrophe. J'ai dû faire venir un infirmier pendant 10 jours pour me faire des piqûres tous les jours contre la phlébite, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je devais porter des bas de contention mais j'arrivais pas à les mettre et j'arrivais pas à les garder, donc l'infirmier m'a dit même si c'est dur, il faut que vous vous obligiez à marcher un minimum tous les jours dans votre appartement pour éviter encore ce risque de phlébite qui pouvait être mortel. Donc c'était pas gai, voilà, mais ça a été 2 semaines où j'ai pu beaucoup me reposer et du coup ça m'a sorti de mon burn-out. C'est à ce moment-là que vraiment j'ai enfin pu, après ces 15 jours où je me suis reposée, où j'ai pensé à moi, quand j'ai repris le boulot après, j'avais une énergie que je n'avais plus depuis longtemps. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose de positif qui en ressortait, donc finalement c'était pas plus mal. Mais en 2016, donc début de l'année, forcément quand vous avez fait un burn-out qui a duré plus de 2 ans, vous avez pris du retard dans votre travail. Et je veux pas rentrer dans les détails ici, mais forcément ce retard à un moment donné, il faut payer l'addition. Et l'addition elle est arrivée déjà, ça a commencé début 2016, où j'ai eu plein de dossiers où je devais absolument me remettre en ordre très rapidement. Et j'ai téléphoné à ma gyné en disant écoutez, avec mon travail, s'il y a une période de repos après, c'est pas possible, je ne peux pas. Je peux pas me faire opérer maintenant, c'est d'abord le boulot. Là je suis désolée mais pour moi je ne pouvais pas, puisque pour moi c'était pas une opération qui était essentielle à ma vie. Vous voyez, ma vie n'était pas en danger si je me faisais pas opérer, c'était juste une question de vérifier qu'il n'y avait plus d'endométriose pour que je puisse éventuellement tomber enceinte. Donc pour moi ma vie n'était pas en danger, donc j'y avais pas une urgence à faire cette opération tout de suite. Donc on a reporté l'opération au 29 février. En attendant j'ai pris une pilule que je prends toujours aujourd'hui qui est l'orgamétril. Donc c'est une pilule j'ai 30 cachets. Donc en fait c'est pas comme une pilule que vous prenez pour ne pas tomber enceinte, hein, de 21 cachets puis j'arrête une semaine, j'ai mes règles et patati patata. Là c'est une pilule que je prends tout le mois, je ne m'arrête jamais. J'ai fini une plaquette de 30, je recommence une nouvelle plaquette de 30. Résultat, ça met totalement mes ovaires, mon utérus au repos et ça fait un peu les mêmes effets que cette mise en ménopause que j'avais eu avant.
Sauf que ben, ce premier mois-là, j'avais plus l'habitude de prendre la pilule et je l'ai oublié un jour. Enfin, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que d'habitude je prends ma pilule vers 10 h du matin. Et ben là, je l'ai pris à minuit. Parce que je me suis rendu compte à minuit que j'avais pas pris ma pilule à 10 h, sauf qu'il faut la prendre dans les 12 h. Et donc, ben, je l'avais prise en retard. Donc, résultat, j'ai eu mes règles au mois de février. Règles qui étaient douloureuses, règles qui duraient toujours 12 jours, enfin 15 jours, et des règles qui avec le même flux, quoi. Et je me suis dit, mais bon, ton traitement, il a servi à rien, vu que, voilà, je suis pas gynée, mais je me dis que s'il y a rien qui a changé au niveau de mes règles, c'est que c'est pas bon signe. Donc là, j'ai commencé sérieusement à poser des questions à ma gyné, en me demandant, oui, mais si le traitement n'a pas fonctionné, est-ce que l'opération va durer plus longtemps? Elle me dit, ah ben oui, là, forcément, il faut le temps de tout nettoyer, que mon repos sera allongé de 2 à 3 semaines. Et je me dis, oh non, clairement, c'est pas le bon moment. Là, en plus, elle me met la pression en me disant, l'endométriose, c'est une maladie chronique, donc c'est une maladie qui revient. Vous avez 6 mois devant vous avant que ça se remette. Et donc, vous avez 6 mois pour tomber enceinte. Alors là, c'était le truc juste à pas me dire. 2013, on m'a pas arrêté de me dire, il fallait que fallait pas que je me stresse, il fallait pas que je me mette la pression. Et là, clairement, on me met un délai. T'as 6 mois devant toi, et puis après, voilà, ça va revenir, quoi. Donc, ça m'a pas plu qu'on me dise ça. J'ai réfléchi en plus en me disant, t'es dans une année où tu vas devoir rattraper tout le retard de ton travail que tu as perdu, je veux dire, à cause de ce burn-out qui t'a bouffé la vie pendant 2 ans. C'est pas le bon moment. Clairement, c'était pas le bon moment. J'étais pas dans le mood de me dire il faut en plus que je fasse un enfant. Je voulais pas me mettre ce stress en plus en tête. Donc j'ai téléphoné à ma gyné, j'ai annulé l'opération et je lui ai dit écoutez, quand je serai prête à la faire, je vous téléphone et on fixera une date. Et si je devais être à 100% honnête avec vous, je pourrais seulement faire ce call vis-à-vis de ma gyné maintenant. C'est-à-dire que maintenant, j'ai rattrapé mon retard, je suis plus sereine dans mon travail, j'ai réussi à m'organiser, j'ai réussi à un moment où ça n'allait pas du tout, où j'ai cru que j'allais refaire un burn-out, à trouver l'énergie en moi et ce déclic pour me dire maintenant ça suffit, tu y vas et tu fonces, et résultat, je vais beaucoup mieux, voilà, que ce soit au niveau de mon travail, j'ai beaucoup plus d'épanouissement dans ce que je fais, de motivation, alors que j'avais plus ressenti ça depuis très longtemps. J'ai de la satisfaction quand je vois que le travail est bien fait. Donc au niveau de mon boulot, pour le moment, ça se passe très bien. Je suis tellement bien que je suis tellement mieux organisée que j'arrive à avoir des périodes, certains jours, pas tous les jours, hein, mais certains jours, j'ai un temps de loisir qui est plus important que d'autres. Donc si je devais faire ce call à ma gyné maintenant en disant, ben voilà, je suis prête pour l'opération, si je dois faire un bébé, ben, les conditions sont réunies, je pourrais le faire maintenant. Mais je le ferai pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai téléphoné à ma gyné pour annuler mon opération, elle a commencé à parler de regrets. Est-ce que vous êtes sûr? Regardez votre âge. J'avais 34 hein, à l'époque, l'année puisque j'ai eu 35 ans fin d'année 2016. Vous êtes sûr, regardez votre âge. L'air de dire que j'avais plus non plus beaucoup de temps devant moi pour être dans les meilleures conditions pour tomber enceinte. Elle me dit, moi je veux pas que vous ayez de regrets, réfléchissez bien à tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Alors tout d'abord, j'ai fait cette réflexion avec moi-même, j'en ai pas parlé avec Jérémy, ça a d'abord été avec moi. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que je voulais avoir des enfants ? Est-ce que c'est parce que j'avais ce besoin maternel que je ressentais quand j'étais gamine, hein, quand je me souviens, quand j'étais ado, il y avait la maman de ma meilleure amie de l'époque qui avait eu un bébé. J'étais tous les jours fourrée chez elle, pas pour passer du temps avec ma meilleure amie, mais pour m'occuper du bébé. Donc cet instinct maternel de vouloir avoir des enfants, je l'ai eu. Mais je me suis aperçue que l'année passée, il n'était plus là. J'avais pas spécialement envie de connaître la joie de la grossesse. Voilà, parce que j'avais peur hein, du fait d'accoucher, etc. Enfin, voilà. Donc, j'ai commencé vraiment à réfléchir au fond de moi, me dire, mais c'est quoi les raisons? Pourquoi tu as envie d'avoir un enfant? Et la première raison qui m'est venue en tête, c'était pour faire plaisir à mes parents. Pour leur donner cette joie d'être grands-parents. Et je me suis dit, c'est louable, mais c'est ma vie.
Donc la première chose que j'ai fait, c'est j'en ai parlé d'abord avec mon père parce que voilà, moi je parle beaucoup plus facilement à mon père qu'avec ma mère. Et je lui ai dit, écoute papa, je me suis rendu compte que si je voulais un bébé, c'est d'abord pour vous faire plaisir parce que je sais que quand on va à Disney, à chaque fois qu'on voit les grosses peluches Mickey, tu me disais quand j'étais plus jeune, ah ben quand je serai papy, j'achèterai ça à mes petits-enfants et je viendrai ici avec mes petits-enfants. Et il y avait cet éclat dans ses yeux d'imaginer tous ces moments avec ses petits-enfants. Et je lui ai dit, écoute papa, je veux pas te briser quelque chose, te rendre triste, mais je pense que je ne veux pas avoir d'enfant. Et je lui ai dit que ça me mettait mal parce que j'avais l'impression de le rendre triste par mon choix et d'être égoïste finalement, alors que c'est ma vie. Et là, il m'a dit, mais enfin non, c'est ton choix et celui de Jérémy. Si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant, c'est pas moi qui vais te juger, qui vais te dire quoi que ce soit en négatif. C'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Et puis moi, j'ai mon petit loulou, donc c'est mon chien, Jackie. Donc, je me contenterai de ce que j'ai et voilà. Donc, il n'y avait aucun jugement de la part de mon père, aucun sentiment de culpabilité. Il comprenait que j'avais pas envie. Ma mère, c'est autre chose. Ma mère essaye toujours de me convaincre d'avoir un bébé, même si c'est pas intentionnel, mais par ses petites phrases, etc. Et ça me fait de la peine, honnêtement, ça me fait de la peine. Et mon père essaye de lui dire qu'il faut qu'elle arrête parce que c'est pas sa vie et que c'est la mienne. Mais voilà, et je sais que sa raison, en fait, qu'il y a aussi un petit peu de la deuxième, je vais y venir dans un moment, c'est qu'il y a aussi une pression quand les gens lui disent bah alors t'es pas encore grand-mère et au lieu de leur dire tout simplement non, mes filles, parce que ce soit moi ou ma soeur, on n'a pas envie d'avoir d'enfants, mes filles n'ont pas envie d'avoir d'enfants, et bien elle a pas envie de leur dire ça. Tout de suite ça va être ah oui mais non, mais Jessica elle peut pas, elle a de l'endométriose, elle a des problèmes, elle peut pas avoir d'enfants. Et donc c'est la réponse qu'elle leur donne parce qu'elle assume pas le fait que moi je ne veuille pas avoir d'enfants, alors que moi quand on me pose la question maintenant je l'assume pleinement. Mais voilà, pour elle, elle arrive toujours pas à assumer, donc elle se retranche derrière la partie, elle ne peut pas en avoir parce qu'elle a de l'endométriose. Et donc la conséquence pour moi est que les gens viennent me voir avec un regard de pitié en disant mais oui mais tu sais il y a des solutions, la science aujourd'hui, et moi je comprends pas pourquoi ils me disent ça parce que moi tout va bien pour moi. Et c'est là après que je leur dis mais oui mais vous savez oui je sais que je peux me faire opérer mais j'ai pas envie de le faire parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Tout de suite ils sont choqués, c'est le choc de se dire elle veut pas avoir d'enfant, et là le regard change, c'est plus de la pitié, c'est le jugement. Et ça c'est mon deuxième point. Le deuxième point de pourquoi je veux un enfant, parce que c'est la société qui attend ça de moi. C'est la société qui, dans la norme, un couple qui est ensemble doit avoir des enfants pour rentrer dans le moule, et idéalement 2. Quand c'est 1, c'est pas assez. Quand t'en fais plus de 2, que ça commence à être 3 ou 4, on te juge en te disant que là tu deviens irresponsable. Donc de toute façon, quoi que tu fasses, la société te juge, mais quand tu décides de pas avoir d'enfant, la société ne comprend pas et la société te juge. Et ça c'est dur, mais maintenant je vais vous dire, moi je m'en fous. La troisième raison pour laquelle je ne voulais pas avoir d'enfant, c'est que ça va peut-être être, vous allez peut-être trouver ça égoïste de ma part et tant pis, mais j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, j'ai une passion dévorante. Je me suis dit mais où est-ce que je vais caser du temps pour un bébé là-dedans? Alors il y a des mamans qui arrivent parfaitement à le faire, je ne dis pas, mais je n'avais pas envie de sacrifier mon temps libre et mon temps de lecture, ou en tout cas aussi le budget que j'allouais chaque mois à la lecture avec le coût d'un bébé. Voilà, c'est quelque chose qui a été mûri. Et moi j'ai préféré me dire tant pis, c'est peut-être de l'égoïsme, ou peut-être que ça n'en est pas finalement, parce que je me dis que si j'avais mis au monde un enfant mais que je voulais garder même ma vie d'avant en ayant mon budget lecture et mon temps libre, et forcément avoir moins de temps pour m'occuper de bébé, ça aurait été beaucoup plus égoïste que de décider de ne pas en avoir. Quatrième raison, je sais pas si vous voyez le monde dans lequel on est trop. On est plus de 7 milliards je crois maintenant sur Terre. On est trop pour supporter la planète. Voilà, ce sera peut-être mon geste pour la planète, c'est de me dire moi je ne vais pas
ajouter un enfant en plus, un ou deux enfants au plus, parce que voilà, on a une planète et qu'à un moment donné, il faut aussi la respecter. Il y a aussi les conjonctures sociales, politiques, etc. Je sais pas, vous avez vu dans le monde dans lequel on vit, il y a des attentats, un risque de troisième guerre mondiale, des crises sociales qui explosent un petit peu partout. Je trouve pas que ce soit le climat idéal pour mettre un enfant au monde, en tout cas dans ma vision des choses. Voilà, je sais pas quel héritage on va laisser à nos enfants avec l'environnement, etc., etc. Mais voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie de mettre un enfant dans des conditions pareilles. La dernière raison, c'est que je me suis aussi rendu compte que si je voulais avoir des enfants, c'est parce que j'ai peur de la mort et que je me dis que si je meurs et qu'il n'y a personne après pour prendre ma suite, eh bien qu'est-ce qui va arriver de mon héritage ? Vous voyez, pas uniquement au niveau matériel, mais mon héritage, moi qui sera là pour se souvenir de moi, etc. Et je me suis dit, c'était pas une bonne raison pour mettre au monde un enfant. On met pas au monde un enfant pour un héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça, ce sont toutes les raisons qui ont fait que je me suis dit, bon, finalement, tu n'as peut-être plus ce désir d'enfant. Et où, pour moi, je suis passée de la femme qui ne pouvait pas en avoir mais qui avait envie, à la femme qui n'en voulait pas. Et donc quand j'ai eu cette discussion avec moi-même, j'ai pris le temps d'avoir cette discussion avec Chéri. Je lui ai dit la vérité sur ce que je ressentais. Et là, lui m'a dit, écoute, tu sais, moi, ma vie, comme on est là, tous les deux avec Jackie, elle me suffit amplement. Si je t'ai dit oui pour faire un bébé, c'est parce que je savais que tu en avais envie. Mais honnêtement, moi, je peux vivre sans enfant, ça ne me dérange absolument pas. Bon, je voulais vous dire, là, ça a été le soulagement, puisqu'on était sur la même longueur d'onde. Voilà, alors pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo là-dessus et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que c'est à cause de la société, de son satané jugement. Une femme aujourd'hui, quand elle n'a pas d'enfant, on lui pose la question comme si c'était une chose normale à faire. Et alors, c'est pour quand? Quand est-ce que tu vas te décider à faire un petit bébé? Et tu sais, il serait peut-être temps parce que l'horloge, ça tourne, hein, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et derrière ces phrases que vous dites avec un grand sourire, vous vous rendez pas compte que derrière, il y a soit une femme en souffrance parce qu'elle ne peut pas en avoir, et elle aura peut-être pas envie de vous expliquer pourquoi elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle ne peut pas, etc. Vous allez juste voir la tristesse sur son visage. Et puis de l'autre côté, il y a la femme qui ne veut pas en avoir et qui en a marre que la société la juge pour ça. C'est son corps, c'est sa vie. Vous n'avez pas à interférer là-dedans. C'est comme, pour moi, la même chose que le mariage homosexuel. Je ne comprends pas les gens qui sont contre, parce que ça ne vous regarde pas, ça fait partie de l'intimité du couple. Eh bien, le fait d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, ça fait partie de l'intimité du couple, et vous n'avez absolument rien à dire. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'était pour vous dire d'arrêter. Arrêtez de mettre la pression sur les femmes qui n'ont pas d'enfants en leur disant que c'est leur devoir, en leur disant tic-tac, le temps il tourne, il faut peut-être y aller. Non, ça suffit. C'est pas votre vie. Si votre vie, c'est vous êtes bien avec vos enfants, eh bien vivez bien avec vos enfants, profitez de la fête des mères aujourd'hui, mais ne jugez pas celles qui ont décidé de ne pas en avoir ou qui ne peuvent pas en avoir et que ça fait énormément souffrir. Et en ce jour de cette fête des mères, c'était à ces femmes-là que je pensais, parce que voilà, j'en fais partie, parce qu'il n'y a personne qui nous dit bonne fête aujourd'hui. Enfin, moi, je me suis arrogé, on va dire, mon petit bonne fête à ma façon. J'ai dit ce matin à mon petit chien, tu sais que c'est la fête des mamans aujourd'hui, tu dis bonne fête à maman? Et là, il m'a regardé, il est venu me faire plein de bisous, parce que voilà, j'ai trouvé ma satisfaction là. Mon chien arrive à finalement combler ce manque qui aurait pu y avoir de ne pas avoir de bébé. Certains diront qu'avoir un enfant et avoir un chien, c'est pas la même chose, certainement, mais ça n'empêche pas que j'aime mon chien autant sans doute que vous aimez vos enfants. Voilà, donc c'est un message de tolérance que je voulais faire passer vis-à-vis de cette vidéo. Moins de jugement vis-à-vis des femmes qui ne
qui n'ont pas d'enfants, soit parce qu'elles ne peuvent pas en avoir et qu'elles crèvent d'envie d'en avoir, soit parce qu'elles ont fait le choix de ne pas en avoir. Ce n'est pas votre choix à vous, c'est leur choix à elles, vous n'avez pas à le juger. Et arrêtez avec cette pression, à poser cette question continuellement. Et là, je vais m'adresser à ma maman, hein, encore une fois. Maman, s'il te plaît, arrête. Accepte le fait que je n'aurai pas d'enfant. C'est pas contre toi, je sais que ça te rend triste, mais c'est ma vie. Voilà, mais ça n'empêche que je t'aime très fort. Voilà, j'espère que le message de cette vidéo aura été compris. Je voulais terminer cette vidéo en souhaitant encore une fois une bonne fête à toutes les mamans et à toutes les autres leur dire que c'est peut-être pas leur journée aujourd'hui, mais que c'est pas grave et qu'elles ne doivent absolument pas culpabiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions sur l'endométriose, là je vais pas vous dire laissez-les en commentaire, je suis pas médecin, je vous renvoie à Google qui est votre ami pour déjà vous informer, et surtout à votre gynécologue si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est l'endométriose. Il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!